Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et aujourd'hui, on va reparler de la Grèce. Pourquoi ? Parce que cet été, je suis parti en vacances en Grèce. Et du coup, le hasard de la vie a fait que, avant de partir, j'avais fait cette émission sur la Grèce. En allant là-bas, j'ai rencontré des Grecs parce que j'adore parler avec les gens. Et en fait, j'ai des choses à dire. J'ai plein de choses à dire. Je trouve que c'est intéressant parce que entre la théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Et là, pour le coup, comme on aura fait, ensemble, parce que je l'ai fait avec toi, j'aurais fait des recherches sur la théorie et qu'en pratique, je serais allé dans le pays, je pense qu'une petite contre-émission, histoire de finir la série, ça ne fera pas de mal à personne et ça te permettra d'avoir un avis fini sur la situation. Puisque finalement, on a fait une émission sur la Grèce entre 2010 et 2014, bon, c'est 2012 la crise grecque, mais tu m'as compris, dans ces eaux-là, sur la dette et tout ce qui s'est passé. Et quand là, j'en reviens, on est en 2025, donc comment est le pays après tout ça ? Est-ce que ça a été utile ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bref, on va voir tout ça dans cette émission. Et comme en plus, j'ai trouvé un petit reportage qui était passé entre les mailles de mon filet lorsque j'avais fait les recherches, mais parce que tout simplement ça parlait de l'actualité en Grèce, eh bien on va aller chercher un petit peu les informations d'un côté et de l'autre entre ce que moi j'ai vu sur place, ce qu'il y a dans le reportage et ce que j'ai à te dire. Je pense que cette émission est importante. Mais avant, je te rappelle que mon séminaire est toujours en ligne et disponible. Va sur immobilier-compagnie.com et dans l'onglet séminaire, réserve ta place le 11 octobre. Il reste des places. Je t'invite à nous rejoindre tant que c'est encore possible. Et il y a encore des places en promotion. Le code promo, c'est DRSA3. Les initiales de mon livre, Devenir riche sans argent. C'est le 11 octobre à Montpellier. Et tu vas passer une excellente journée avec des investisseurs qui vivent de leur placement financier. Ça pourra t'aider à avancer. Sinon, comme d'habitude, like, partage, abonne-toi, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, c'est encore ce qui m'aide le mieux. Sans plus de transition, on attaque mon opinion sur la Grèce et avec comme objectif non pas de te faire peur, non pas de te prédire l'avenir, bien que je t'avoue que c'est un petit peu ce que je continue de penser, mais en tout cas de te donner un réel retour d'un pays que je viens de visiter et qui a un lien avec des émissions que j'ai pu faire avec toi préalablement. Patrick Magnéto. Direction la Grèce et les images tragiques de cette collision entre deux trains survenue dans la nuit du 28 février 2023 dans le centre du pays, avec un bilan terrible, une cinquantaine de morts, des dizaines de blessés. En cause, la défaillance humaine d'un chef de gare, mais dans la foulée, cet accident a déclenché un vent de colère en Grèce, avec de nombreuses manifestations pour dénoncer le délabrement des infrastructures de tout un pays qui peine à se remettre de l'effondrement de son économie après la crise financière mondiale de 2008. Alors bien sûr, la Grèce ne se résume pas à cela. C'est une histoire, une culture d'une richesse inouïe, des paysages d'une beauté à couper le souffle, une géographie qui en fait un carrefour entre plusieurs mondes, pour le meilleur, le tourisme, et le pire, ces étrangers d'Orient qui meurent au large des côtes pour venir en Occident. Sortons nos cartes. On va y aller crescendo dans cette émission. Mon but, c'est bien évidemment de à la fois te décrire ce que j'ai pu observer sur place, mais aussi de coller à l'émission que j'ai réussi à trouver qui va nous servir de trame de fond dans tout ce que j'ai à te partager. Et on va commencer par les infrastructures, la qualité des routes et donc bien évidemment, je dois valider ce qui vient de t'être dit, partagé. La qualité des routes est très proche de celle de la France, en très mauvais état de manière générale. C'est quand même assez paradoxal. Donc j'ai loué une voiture sur 3 jours. Je ne peux pas dire que j'ai eu une énorme expérience routière sur la Grèce. Mais de ce que j'ai vu, on a plusieurs éléments qui m'ont sauté aux yeux. Premièrement, la qualité des routes, je la qualifierais de médiocre. À des endroits, elle est de très bonne qualité. À d'autres endroits, elle est plutôt de très mauvaise qualité. Deuxièmement, énormément de radars et de pièges, comme en France. Des limitations de vitesse qui changent régulièrement, mais volontaires. Les policiers qui arrêtent de préférence les étrangers, parce que les amendes sont plus faciles à être données, à être mises à un étranger. Et des infrastructures globales, trottoirs, services, de mauvaise qualité, parce que l'on voit que le pays manque de moyens pour entretenir ses routes, ses voies ferrées, ses infrastructures. Je ne te parle pas du fouillis des câbles électriques, du fouillis des câbles d'eau, de la non-volonté de chercher à dissimuler, même à arranger
Ces câbles, ils traînent, ils sont partout. Tu as des sacs de nœuds qui sont là au milieu des villes, des villages. Incroyable. Tu te dis, mais vous n'avez pas envie que ce soit joli en fait? Vous vous en foutez? Donc, ce qu'elle vient de dire est une réalité. Une globalité des infrastructures en très mauvais état. Pas spécialement une volonté de les améliorer. Des routes, même pour certaines qui sont souvent empruntées, qui sont clafoues de nids de poules. Et à côté de ça, des routes dans un état impeccable. Aucune cohérence générale. En fait, simplement un pays qui, de mon observation, essaye de faire du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a. Ou plutôt, je devrais dire, avec ce qui lui reste. La Grèce se situe à l'extrême sud-est du territoire européen. Elle partage ses frontières avec la Turquie, la Macédoine du Nord, la Bulgarie et l'Albanie. Le territoire grec est composé de 3 entités. La Grèce continentale, la presqu'île du Péloponnèse, reliée au continent par l'isthme de Corinthe, et une myriade d'îles dont 200 environ sont habitées. En 2022, la Grèce compte 10,5 millions d'habitants, 35% d'entre eux vivent en Attique, principalement au sein de l'agglomération athénienne. Jusqu'au début des années 2000, l'agriculture constituait l'un des principaux rouages de l'économie grecque. Aujourd'hui, ce secteur ne représente plus que 4% du PIB, mais emploie toujours 12% de la population active. La culture de l'olivier pour l'huile, celle du tabac et du coton, ainsi que l'élevage ovin pour la feta, sont les plus répandus. Le pays possède aussi la plus importante industrie aquacole d'Europe, un secteur en pleine croissance dans les régions côtières. Mais c'est évidemment le tourisme qui est la ressource cruciale du pays. En 2019, avec 33 millions de visiteurs, soit 3 fois la population, le tourisme génère 25% du PIB. En 2020, avec la pandémie de Covid, les pertes sont estimées à 15 milliards d'euros par la Banque nationale de Grèce. Mais heureusement, en 2022, c'est le rebond, avec plus de 20 millions de personnes qui ont visité le pays. Toutefois, il s'agit d'un tourisme de masse, avec ses effets négatifs. Forte pression sur les espaces naturels et immobilier qui devient inabordable pour les habitants. Ainsi, la Grèce est la 4e destination touristique de l'Union européenne, derrière l'Italie, l'Espagne et la France. Alors j'ai beaucoup de choses à te dire, on va essayer de les faire en ordre, par étapes et par observation, qui corroborent là encore tout ce qui vient d'être expliqué. Alors il faut savoir déjà que selon les endroits où tu te situes en Grèce, de ce que j'ai observé et de ce que les locaux m'ont expliqué, le problème c'est que quand tu vas être par exemple sur certaines îles où la culture de l'huile d'olive est la principale ressource, tout est organisé autour de l'huile d'olive. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça en est au point que ça passe avant toute autre chose et que ça restera l'activité principale. On prend le cas de la Crète, qui est tout à fait dans ce cas-là. En fait, tout est organisé pour que l'huile d'olive soit produite. Et il en va de même selon les régions, en fonction des spécialités énoncées, la feta, le coton, etc. Donc, la réalité, c'est que c'est un pays qui offre très peu d'emplois en dehors du tourisme et de l'activité principale du lieu où tu te situes. Ça implique quoi? Ça implique que les locaux ont généralement pas suffisamment de travail à l'année. J'ai parlé avec un jeune, un peu plus jeune que moi, 10 ans de moins, 35 ans, un peu moins de 10 ans, bon bref, peu importe, on va pas chipoter. Et il m'expliquait qu'en fait, donc il avait sa société pour le tourisme l'été, il avait sa culture d'olivier pour l'hiver, et qu'en réalité, il fondait sa famille, etc., il vivait là, mais qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour se payer son logement. D'abord parce que les logements pour les étrangers étaient pas suffisamment chers et donc ils étaient en priorité achetés par des étrangers pour avoir un pied à terre en Grèce. Pour te donner des chiffres, on va prendre l'île de la Crète. Sur l'île de la Crète, tu peux encore trouver des logements à 20 000 euros d'une superficie de 30 à 40 mètres carrés à rénover dans des villages éloignés de la côte. Et tu vas trouver des maisons, des petites habitations à, on va dire, 80, 100 000 euros habitables proches de la côte. Ça veut dire que pour des personnes qui viennent de pays comme la France, ça reste des zones qui sont abordables, avec lesquelles tu vas pouvoir t'installer, tu vas pouvoir diversifier tes positions dans le monde et tu vas avoir accès à un pays où, au demeurant, la vie est complètement moins chère que la nôtre. Et quand je te dis complètement moins chère, dès l'instant que tu vas sortir des sentiers battus, ce que nous on a réussi à faire, et que tu vas aller dans des endroits où finalement le touriste ne va pas forcément et où tu as accès aux tarifs des locaux, eh bien tu vas pouvoir te payer un coup à boire pour 3 ou 4 personnes à pas plus de 10 balles, tu as payé le coup à boire à tout le monde.
Voilà, en fonction de ce que chacun va boire, certes. On n'était pas tous à boire de l'alcool. Moi, j'en bois pas, ma fille n'en boit pas, nos amis n'en buvaient pas. Mais tu comprends ce que je veux dire. On est sur des prix qui n'existent plus chez nous depuis des années. Et donc, tu regagnes en pouvoir d'achat pour un pays qui s'était appauvri durant des années. Alors, je le dis au passé parce que je vais te l'expliquer plus tard, tu verras. Mais il y a eu un changement pour la Grèce depuis l'année dernière par rapport à cette année que j'ai découvert en étant sur place. Mais la réalité, en tout cas par rapport à ce qu'elle est en train de dire, c'est que le tourisme et certains points du commerce prennent une place prépondérante, ne laissant plus aucune place à quoi que ce soit d'autre. Autre élément qui m'a marqué et que je veux te partager, qui va corroborer tout ce que je t'ai expliqué précédemment dans les précédentes émissions, eh bien, j'ai vu beaucoup de personnes âgées travailler. Effectivement, les pensions de retraite ont été bien amputées, de 30%, voire plus pour certaines pensions du montant global auquel elles avaient droit. Et il y a énormément de personnes âgées aujourd'hui qui, au rez-de-chaussée de leurs habitations, ont constitué des petits commerces pour arrondir leur fin de mois, commerces qu'elles tiennent en espérant vivre des touristes qui passent devant chez eux ou chez elles, des hommes, des femmes, à des âges avancés, je dirais 75, 80 ans, des personnes dans un état de fatigue apparent, visible. J'avais de la peine pour eux. Beaucoup de ces personnes que je suis en train de te décrire vont vendre des nappes grecques typiques, des tissus. Ils vont essayer de te vendre à la Grèce dans le côté le plus traditionnel, pas forcément malheureusement, on va dire des objets que tu as envie de ramener chez toi. Mais enfin, je t'avoue que ça m'a quand même un peu touché parce que je me dis à cet âge-là de devoir travailler, d'avoir eu sa pension de retraite qui a été réduite, bien ça ne doit pas être simple tous les jours. Là aussi, je vais venir préciser quelque chose que je t'ai expliqué dans les précédentes émissions, mais j'ai pu constater qu'il y avait quand même entre eux une certaine cohésion, une certaine entraide qui, à mon sens, n'existe plus chez nous. Il faut savoir que, en tout cas dans ce que j'ai pu visiter, il y a énormément d'églises. Les églises restent le centre névralgique des villes et des villages. D'ailleurs, c'est très amusant de constater que les églises sont dans un état impeccable, là où tout le reste reste souvent à désirer. Les églises, elles sont dans un état magnifique. Il y a souvent plus d'églises que ce qu'il y a d'habitants ou que ce qu'il y a de prêtres dans la commune ou la ville dans laquelle les églises se trouvent. Et on se retrouve donc avec des prêtres qui officient dans plusieurs églises pour pouvoir les entretenir et les faire vivre. Et oui, je te l'ai dit et je te le redis, j'ai visité des villages où il y avait presque plus d'églises ou autant d'églises que d'habitants. C'est incroyable. Ils les maintiennent et les tiennent dans des états impeccables. Ils sont extrêmement croyants. Ils sont chrétiens orthodoxes. Ça veut dire que leurs prêtres peuvent avoir une vie et que la vie s'organise autour de l'église. Ça veut dire que les gens des villages et des villes se retrouvent lorsqu'ils officient autour de manifestations religieuses. Et ils ont vraiment une foi qui est entretenue et qui est présente, que tu ressens lorsque tu vas dans le pays. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais que c'était en tout cas à noter et ça crée une différence, à mon sens, avec notre pays parce que nous, on a moins appris à vivre ensemble et à ne pas vivre ensemble, eh bien, tu perds aussi l'entraide que eux ont conservée. Voilà. Point hyper important, on avait vu dans les précédentes émissions que les Grecs étaient relativement autonomes. Alors je te confirme que les Grecs sont toujours autonomes. Là-bas, il y a toujours le concept de restaurant et de taverne qui est très fort. Il est pour eux vraiment très marqué. Donc la différence, elle est très simple. Quand tu vas dans un restaurant, en fait, tu as une carte et le restaurateur va te proposer des produits qu'il achète et qu'il retravaille pour en faire un plat qu'il t'a vendu sur une carte. Alors que dans une taverne, tu ne sais absolument pas ce que tu vas manger. Tu vas manger les productions locales des personnes qui ont créé la taverne. Et tu te retrouves comme ça avec des petits restaurants qui sont des tavernes où finalement tu as une pseudo-carte qui est plus liée à ce qu'ils ont pu récolter et trouver et produire sur place que quoi que ce soit d'autre. Et où donc tu vas manger que du frais, sans aucune carte, et où tu vas découvrir ce que tu manges. On a réussi à manger dans une taverne, c'était excellent, c'était particulier mais c'était excellent. Et franchement, ça, tu vois, ça n'existe pas chez nous. Enfin, pas à ma connaissance, peut-être que ça existe, mais en tout cas, je n'en connais pas. Et pour moi, ça montre et ça corrobore le fait qu'ils soient extrêmement autonomes. Enfin, un petit mot sur les îles qui ont été évoquées dans cette émission. Il faut savoir qu'il y a des îles recensées et des îles non recensées. Et que c'est volontaire. Il y a des îles sur lesquelles il n'y a pas de carte, il n'y a rien pour les indiquer, que seuls les locaux connaissent.
parce que ce sont des îles secrètes qui ne veulent pas être partagées, où il y a des gens qui vivent et où il y a des tavernes que pour les bateaux qui connaissent les îles. Donc vraiment, c'est très particulier, il faut comprendre et connaître tout ce système. Voilà, et c'est assez incroyable. Je ne connaissais pas du tout ça, en sachant que je vais avoir l'occasion de t'en redire, mais ils ont des fonds marins et une mer qui est formidable, et où il y a énormément de poissons. Enfin, moi, j'ai été émerveillé par ce que j'ai pu voir au fond de l'eau là-bas. L'ancrage européen du pays date de 1981 avec son entrée dans la CEE. Son adhésion est alors envisagée comme un encouragement au processus de démocratisation du pays qui a connu de fortes turbulences au cours de son histoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Sous domination de l'Empire ottoman depuis le début du XVe siècle, une partie des Grecs se soulève contre les Turcs en 1821 et proclame l'indépendance le 12 janvier 1822. L'Empire ottoman ne reconnaît cette indépendance qu'en 1832, après une décennie d'affrontements. Durant les décennies qui suivent, les rois successifs étendent le territoire jusqu'aux frontières de l'ancien empire byzantin. En 1924, la République est proclamée, mais le pays glisse vers l'anarchie et dès 1925, le général Pangalos instaure une dictature. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la Grèce connaît de 1946 à 1949 une guerre civile opposant monarchistes et anciens résistants communistes. Une guerre qui fera plus de 150 000 morts. Les années 1950-60 sont marquées par la dette, la corruption et l'instabilité politique. C'est dans ce contexte qu'une junte militaire dirigée par Georgios Papadopoulos fomente un coup d'État en avril 1967. C'est le début de la dictature des colonels. 1974, après 7 années de dictature, des élections libres sont enfin organisées. Constantin Karamanlis devient Premier ministre, modernise son pays et demande à rentrer au sein de la CEE. Alors je trouve que c'était intéressant d'avoir ce passage sur l'histoire de la Grèce, de façon très surprenante. En fait, quand tu penses à la Grèce, tu penses à la Grèce antique. Quand tu visites la Grèce, il y a énormément de monuments liés à la Grèce antique. Mais personnellement, j'ai été très interpellé par le contraste entre, d'un côté, effectivement, tous les monuments de l'Antiquité liés aux Grecs, et de l'autre côté, ce que moi je qualifierais de construction très proche du stalinisme. Et c'est marrant d'ailleurs de voir que les constructions, tout est fait aujourd'hui en béton coulé, avec des IPN, dans un style extrêmement robuste, avec des architectures que j'ai trouvées là encore, d'une certaine manière, je vais oser le dire, un petit peu froides, contrastées par les peintures qu'ils peuvent mettre dessus. Puisque là-bas, tu t'en doutes, c'est énormément des maisons blanches avec des volets bleus. C'est quand même globalement ce qui ressort le plus, même si ce n'est pas toujours le cas. J'ai quand même vu du gris et d'autres couleurs, mais on en voit quand même. Voilà, je veux dire, il y a une majorité, je dirais, de maisons blanches et bleues avec des maisons grises et des maisons d'autres couleurs. Mais voilà, c'est un petit peu la couleur qui ressort malgré tout. Enfin, tu vois, quand j'y repense, là, c'est ce qui me vient. Mais ce style de construction que moi je qualifierais de stalinienne, de robuste, de bloc de l'Est, tu vois, un petit peu d'ailleurs comme nous, nos constructions de tout ce qui est ZUP, quoi. Malheureusement, c'est ça, mais c'est la réalité. Quand tu vois nos logements sociaux, c'est un petit peu des logements soviétiques. C'est des grandes barres, béton coulé, raide, bam, froid. Bon, tu vois ce que je veux dire. Et donc, tu as ce contraste entre les deux et ce mélange à tout ça, de façon aussi assez originale, les stigmates de cette période de la Seconde Guerre et de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi je te parle de ça ? Nous on était à un endroit où à un moment donné on nous expliquait qu'au fond du lac il y avait un trésor nazi, qu'on nous a montré des citadelles qui ont été prises pendant les guerres, etc. C'était extrêmement intéressant parce que tu te rends compte qu'en fait c'est un peuple qui a été marqué par les différents points de son histoire. Un élément qui moi m'a transcendé complètement pendant ma visite, c'est en Crète, à l'île de Spinalonga. Il y avait en fait donc un ancien camp de lépreux qu'ils ont mis sur finalement un fort qui était imprenable, parce qu'il faut savoir que la Crète c'était un endroit très riche et qui a longtemps été imprenable pendant la guerre d'Ottoman, etc. Ils ont eu beaucoup de mal à prendre cette île. Et en fait l'île de Spinalonga, c'était l'une des îles qui était imprenable parce qu'ils avaient construit un fort donc il y a très longtemps, qui avait rendu cet endroit imprenable. Bref, voilà, tu as compris. Et après la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait un camp de lépreux sur cette île, où ils ont mis tous les lépreux sur l'île pour justement se protéger de la lèpre, jusqu'à ce qu'on ait l'antidote.
Et il faut savoir qu'en fait, c'était un no man's land et que les lépreux étaient très heureux dans cette île. Ils les ont lâchés comme ça, ils se sont démerdés. Hein. Donc, ils ont tout rénové, etc. Ils ont créé une économie parallèle. Ils touchaient de l'argent de l'État, donc le salaire d'un prof. Mais les gens du continent et les Crétois venaient sur l'île de Spinalonga, parce que comme c'était un no man's land, ils organisaient des tripots sauvages à l'entrée de Spinalonga. Donc les gens pouvaient jouer de l'argent et à des jeux illégaux avec les lépreux, sans qu'ils soient inquiétés par personne. Et en fait, tu te rends compte que les lépreux étaient hyper heureux sur leur île parce qu'ils étaient protégés de ce qui se passait sur les continents et qu'en même temps, ils avaient une vie en parallèle du monde réel et ils avaient des contacts avec le continent, puisque tu pouvais y aller à la nage, hein, tu traversais une espèce une espèce de crique là, et tu arrives à Spinalonga. Bon, nous on est allé en bateau, mais en gros voilà, tu pouvais y aller à la nage et il y avait des bateaux qui allaient, ils faisaient du commerce avec les lépreux et les lépreux s'étaient organisés complètement sur cette île et ils avaient leur propre vie. C'était incroyable. Et donc c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses, on s'en rend pas compte. C'est vrai que moi je me rendais pas compte, je connaissais très mal la Grèce et j'ai découvert vraiment un pays chargé d'histoire. C'est vraiment comme ça que je reviens. C'est vrai que c'est un pays chargé d'histoire. Tu vois, je savais pas qu'ils avaient été envahis par les Ottomans. Je savais pas que les Turcs aussi avaient fait la guerre à la Grèce. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Je vais pas continuer les livres d'histoire, c'est pas le but. Donc c'est un pays chargé d'histoire, avec ses anomalies, avec ses étrangetés, mais qui, du coup, quand on le visite, ne laisse personne indifférent. Et je t'incite à y aller au moins une fois parce que ça mérite le détour. Janvier 2001, la Grèce intègre la zone euro. Les gouvernements successifs ont dès lors la possibilité de contracter des crédits à des taux d'intérêt favorables sur le marché international des capitaux, tout en repoussant le remboursement de leurs dettes extérieures. Entre 2000 et 2007, l'apport massif de capitaux étrangers et l'encouragement inconsidéré du recours au crédit pour les ménages grecs fait de cette économie l'une des plus dynamiques de la zone euro. Mais c'est une croissance qui repose largement sur l'endettement public et privé. Un endettement qui va s'accentuer avec la corruption du personnel politique des partis conservateurs et socialistes qui se succèdent au pouvoir depuis 1974. Ainsi, entre 1992 et 2008, sur fond de course à l'armement avec la Turquie, la Grèce achète des armes aux États-Unis, à l'Allemagne et à la France. Plusieurs enquêtes démontreront que de grands groupes industriels allemands, dont Siemens, auraient versé d'importants pots de vin à des responsables grecs en échange de l'obtention de marchés publics. À mesure que s'accroît la dette, les gouvernements successifs n'hésitent pas à maquiller les comptes publics. Déjà, afin d'être admis dans la zone euro au début des années 2000, le gouvernement socialiste, aidé par la banque américaine Goldman Sachs, fournit de fausses statistiques en divisant par 2 le déficit réel. Au pouvoir de 2004 à 2009, les conservateurs de la nouvelle démocratie divisent par 3 ce déficit. En revanche, en octobre 2009, quand les socialistes du PASOK remportent les législatives, ils annoncent le réel déficit budgétaire du pays qui atteint alors 12,8% de son PIB, soit une dette publique réévaluée à 300 milliards d'euros, alors que le monde subit de plein fouet la crise économique de 2008. Ainsi, dès 2010, Commission européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international, aussi appelé la Troïka, imposent à la Grèce un plan de consolidation budgétaire très mal vécu par les Grecs en échange d'aides financières. Parmi les mesures imposées, diminution des primes et des salaires des employés de la fonction publique, gel des retraites dans le public et le privé, coupe dans les remboursements des caisses d'assurance maladie, suppression de services publics, notamment écoles et hôpitaux, augmentation des taxes. À partir de 2011, 3 plans de sauvetage d'un montant total de 289 milliards d'euros ont été négociés entre la Grèce et ses créanciers. Alors, on va commencer par le début et par un élément qui doit t'interpeller, puisque dans les précédentes émissions, on a beaucoup comparé la France et la Grèce avec leur situation. Et tu te dis peut-être, mais Nicolas, là on nous a parlé de 12% du déficit public sur PIB. Qu'en est-il du déficit public sur PIB de la France ? Pour t'informer, au moment où j'enregistre cette émission, nous sommes le 1er septembre 2025 et le déficit public sur PIB de la France, il est de 5,8%. Ce qui veut dire que tu pourrais penser qu'on a de la marge. Sauf que, comme vu dans les émissions précédentes, je ne sais pas si tu les as écoutées ou pas, mais la réalité, elle est toute simple, c'est que la Grèce, elle avait 320 milliards d'euros de dette. Or, nous avons 3500 milliards d'euros de dette. Ce qui est, à proprement parler, colossal. Beaucoup me diront, oui mais c'est pas comparable, c'est pas le même pays, au regard de tous les éléments que j'ai partagés jusque-là avec cette émission, notamment par son histoire, son côté anarchique,
le maquillage des comptes que nous, on ne fait pas. Il faut savoir, premièrement, que nos comptes à nous aussi sont maquillés puisque, comme je le répète depuis un moment, en réalité, tu peux multiplier par 2 les chiffres que je viens de te donner puisque on estime qu'on a 3 500 000 milliards d'euros de dettes, mais qu'en réalité, malheureusement ou heureusement, ou je ne sais pas comment je dois dire ça, d'ailleurs je ne sais pour quelle raison, l'État français ne prend pas en considération les retraites de ses fonctionnaires et que donc cette dette-là qui s'ajoute à la dette officielle, eh bien c'est tout simplement x2, ce qui fait qu'en fait on a 7 000 milliards d'euros de dette, ce qui fait que notre déficit public réel sur PIB, il n'est pas de 5,8%, mais il est du double, soit de plutôt 11,6%. Et là, tu te rends compte qu'en fait, si tu ne sais pas la vérité, si tu n'as pas l'ensemble des éléments, bien, tu ne peux pas apprécier cette situation. La réalité, et je veux quand même la préciser, il y a un élément qui diffère entre la Grèce et la France, c'est que la France posséderait, alors je le mets au conditionnel parce que plus j'avance dans la vie et plus j'émets un doute sur ce chiffre, puisque je me dis que si tous les chiffres ont été magouillés, maquillés, appelle ça comme tu as envie, pourquoi le chiffre que je m'apprête à t'annoncer ne le serait pas? Mais apparemment, il paraîtrait, je ne sais même pas comment dire, qu'il y aurait 4 000 milliards d'euros d'épargne sur les comptes français des Français. Je ne sais pas comment je dois dire ça, mais en gros, l'épargne que nous avons tous, toi, moi et les autres, c'est 4 000 milliards d'euros. Donc, en prenant l'argent des épargnants, en prenant l'argent des actifs, donc en perdant tout ce que l'on a, on couvrirait la dette. Et ça aussi, il faut le préciser. Il faut savoir qu'en France, quand même, on a de l'or, on a fait partie des pays qui possédent le plus d'immobilier que Bayrou est en train de vendre. Mais ça, il ne faut pas le dire parce que sinon, bon, ça pourrait faire tâche. Parce qu'à un moment donné, si on l'a vendu, on l'a plus, tu vois. Mais bon, peut-être qu'il faut continuer de dire qu'on en a. J'en sais rien, mais moi, je le dis. Voilà. Mais la réalité, c'est ça. C'est que donc, soit l'ensemble des chiffres que je viens de te dire sont vrais. Et dans ces cas-là, ça s'équilibre. Et dans ces cas-là, ça veut dire que potentiellement, dans les prochaines années, on te volera ton argent si tu en as malheureusement gardé sur tes comptes parce que tu comprends, l'État en a plus besoin que toi. Soit c'est faux. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'argent. Et dans ces cas-là, on connaîtra le même futur que la Grèce. Soit il existe un autre scénario, c'est-à-dire qu'on n'a aucun vrai chiffre et que les chiffres, on les découvrira le jour où ça arrivera. Et dans ces cas-là, on verra ce qui restera. Voilà. Mais la réalité, en tout cas, des chiffres que moi je connais, des recherches que j'ai faites et que j'ai découvertes, tu peux te baser sur ce que je viens de dire. Donc 11,6 au réel de déficit public sur PIB contre 12 quand ils ont fait faillite. 320 milliards, juste 320 milliards de dettes quand eux ont fait faillite. Et nous, au moment où j'enregistre cette émission, on est à 3 413 000 milliards d'euros de dettes. Donc il y a un petit peu des zéros en plus. Et le deuxième problème de notre situation, c'est que notre dette devient, je devrais dire, légèrement incontrôlable. Mais ça, on aura encore tout le loisir de pouvoir l'apprécier. Donc, tout ça pour te dire quoi? Tout ça pour te dire que, comme tu l'as constaté, les différents gouvernements ont maquillé la situation. Et je voudrais maintenant m'arrêter sur un autre point que je n'ai pas abordé dans les autres émissions, mais qui a pourtant toute son importance. La Grèce a intégré l'Europe comme un petit peu pour, on va dire, sauver son économie. Je pense que c'était un petit peu l'idée. C'est-à-dire qu'après s'être bien mis dans la merde tout seul dans leur coin, les dirigeants se sont dit on va emprunter à l'Europe, ça va nous redonner du souffle et ça va bien aller. Comme tu as pu le voir, il y a eu déjà des pots de vin qui ont été versés par Siemens sur fond de guerre en Turquie. Je trouve ça très amusant parce que maintenant, le narratif de la France, c'est la guerre en Ukraine. Bon, je ne vais pas en dire plus parce qu'on va dire que je suis complotiste, mais je trouve que voilà, c'est un narratif qui arrange bien tout le monde pour encore aller débloquer de la dette. Tu prendras ça comme tu as envie, mais c'est mon analyse de la situation. La réalité, c'est que la Grèce n'aurait jamais dû rentrer dans l'Europe pour une raison simple. La monnaie européenne est largement surévaluée par rapport à la monnaie grecque. Et donc cet effet de surcompensation, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, il n'y a pas eu de compensation par la Grèce de cette surévaluation monétaire, a amené la Grèce à la faillite. C'est un double effet qui se coule. Quand ta monnaie est trop puissante par rapport à ton pays, que ta dette est trop importante, tu ne refais pas surface. D'autant que, comme
indiqué précédemment, dans la balance commerciale, la Grèce, on ne peut pas dire que ce soit la championne du monde de l'exportation. Le seul élément qui peut la sauver aujourd'hui, c'est les réserves naturelles de gaz qui ont été découvertes au large de la Grèce. Mais comme tu l'as bien compris, il y a une bataille féroce pour les droits d'exploitation parce que bien évidemment, c'est un trésor à exploiter et celui qui va en tirer bénéfice encaissera le pognon. C'est pas gagné, dira-t-on entre nous. Sachant que la plus grosse ressource finalement de la Grèce, ça restera le tourisme. Et la traduction de tout ça pour la population, parce que c'est ça qui nous intéresse. La vérité, c'est que tout ce que je suis en train de t'expliquer, c'est de la géopolitique, tu n'en as strictement rien à brer. Ce qui est intéressant, c'est quelles sont les conséquences sur nos vies. C'est ça qui nous intéresse à nous. Eh bien, la conséquence, je vais te la donner, puisque j'ai parlé avec des Grecs. Aujourd'hui, les Grecs, de manière générale, selon les régions, c'est pas partout pareil. Tu vois, par exemple, Athènes, c'est pas le même endroit. D'ailleurs, c'est pas pour rien que toute la population se concentre à Athènes. Mais bon, bref, passons. Mais selon les régions, tu vas avoir déjà un problème de travail. Ça veut dire qu'on est dans un paradoxe où pendant les périodes estivales, il n'y a pas assez de gens pour combler les postes. Et du coup, tu vas avoir des immigrés qui vont venir aider pour le travail. Donc moi, j'ai rencontré plein de gens de plein d'origines différentes qui viennent travailler là parce qu'à un moment donné, il n'y a pas assez d'habitants, d'autochtones pour combler les postes. De l'autre côté du spectre, et c'est assez amusant d'ailleurs parce que tu vas voir, ça va te rappeler la France et je me suis fait expliquer le système. Tu as énormément de sociétés qui embauchent des étrangers qui n'ont pas le siège social de leur société en Grèce parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Tu te retrouves avec une population qui a été stigmatisée par ces différents États qui les ont dépouillés littéralement. Et donc, dès que tu vas rentrer dans des commerces, les gens vont tout de suite t'expliquer. Alors, en anglais, je veux quand même le préciser, ils parlent extrêmement bien anglais. Ça m'a désarçonné. Je ne m'attendais pas à parler anglais là-bas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je m'attendais à parler une autre langue. Mais bon, bref, passons. Ils parlent extrêmement bien anglais. Ils sont bilingues, tous, quasiment. D'ailleurs, ça les sauve, je te le dis. Je pense que c'est, tu vois, un élément qui nous pourrait nous sauver et que nous n'avons pas. Mais bon, bref, passons. Ils sont complètement sauvés par leur qualité de langage anglais qui fait qu'ils ont énormément d'étrangers qui viennent. Et le fait est qu'ils vont tout de suite t'expliquer que si tu payes en liquide, tu ne payes pas la TVA. Alors ça, c'est... Et puis ça, ils te l'expliquent, pas tous les commerces, mais je dirais 8 commerces sur 10 va t'expliquer que si tu payes pas la TVA, si tu payes en liquide, tu payes pas la TVA et que c'est bien pour tout le monde, tu vois. Donc ils veulent plus jouer le jeu des États, ils veulent jouer leur jeu à eux qui consiste à dire moi je veux récupérer le pognon qu'on m'a pris pour ceux qui se sont fait prendre du pognon parce qu'ils ne se sont pas tous fait prendre du pognon, il manque d'argent de manière générale. J'ai parlé avec beaucoup de personnes sur place qui vivent sur place et qui m'ont bien expliqué qu'ils ne pouvaient pas se payer de maison, ils n'avaient pas les moyens forcément de vivre à l'année de leur travail, mais que dans les périodes creuses, il n'y avait pas de travail et que quand les employeurs qui les prenaient pour des petits jobs d'été, donc moi j'ai vu des guides, etc. Parfois il arrive que l'hiver, leurs employeurs veulent les prendre pour une mission ponctuelle. Ils les payent forcément au black et c'est jamais suffisamment régulier pour considérer que ce soit un travail. Ce que tu dois comprendre, c'est que là-bas, il n'y a pas de statut d'intermittent du spectacle et que donc quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas de travail, tu dois gérer et qu'ils travaillent l'été pour la plupart et que le reste de l'année, ils doivent se démerder avec l'argent qu'ils ont gagné l'été et les petits boulots à disposition l'été qui sont très souvent des boulots de construction, rénovation. Et c'est tout. En tout cas, des régions dans lesquelles on est allé et de ce que l'on m'a partagé. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, énormément de personnes âgées travaillent aujourd'hui puisqu'ils n'ont plus d'argent et les soins coûtent extrêmement cher. Comme je te l'ai expliqué dans les précédentes émissions, ils n'ont plus de système social comme nous avons encore aujourd'hui. Donc, ça corrobore un petit peu ce que je t'ai expliqué. Finalement, la Grèce, c'est un petit peu le futur de la France. Si on continue sur la même pente, malheureusement, je ne nous vois pas changer de direction. Le rapport de la Grèce avec la Chine est également un point de tension avec l'Union européenne. En 2016, profitant du désarroi financier de la Grèce, les Chinois procèdent au rachat de 67% de l'autorité portuaire du port du Pirée par le biais de l'entreprise publique COSCO, troisième armateur mondial de porte-containers. Dans le cadre de son projet de développement des nouvelles routes de la soie, Pékin souhaite faire de ce lieu le point d'entrée des marchandises chinoises sur le marché européen. Désormais, 80% des échanges commerciaux entre la Chine et l'Europe transiteraient par la Grèce. Et à Bruxelles, on s'inquiète de l'influence grandissante de Pékin. En effet, Athènes s'oppose à toutes les résolutions de l'Union européenne dénonçant le non-respect des droits humains en Chine.
Alors, on va tout reprendre depuis le départ, mais avant, je vais ici t'amener une légère précision importante dans ce reportage, qui est un reportage de Arte que tu retrouveras sur la chaîne YouTube de Arte. Je crois que le titre du reportage, c'est « La Grèce, le pays le plus faible d'Europe », un truc comme ça. Tu pourras avoir la totalité du reportage. Nous avons enlevé tous les éléments liés à l'immigration. Ce n'est pas mon sujet, je n'ai rien à dire sur le sujet, je ne vais pas te faire des analyses de trucs qui ne me concernent pas. Moi, mon travail, c'est de te parler d'argent et de te faire comprendre des mécanismes complexes de façon très simple. Parfois, on me le reproche, trop simple. C'est vrai aussi, j'ai tendance à trop simplifier. Mais tant que tu comprends, moi, c'est ce qui compte. Maintenant, on en revient à Pékin et pourquoi finalement Bruxelles s'inquiète de l'influence de Pékin. Alors d'abord parce que Pékin, à l'échelle internationale, enfin je dis Pékin, la Chine, eh bien, ça devient un pays qui possède énormément de choses dans énormément de pays. Il n'y a qu'à voir le rapport, on va dire, étrange qu'entretient la Chine et les États-Unis. C'est je t'aime moi non plus, mais parce qu'en fait la Chine détient énormément de dettes américaines et qu'elle est tient une place prépondérante face à l'économie américaine puisque c'est aussi l'usine du monde, mais c'est aussi surtout l'usine de l'Amérique. Bref, on ne va pas parler de ça ici. La question que tu te poses, c'est peut-être comment Pékin se retrouve actionnaire et peut-il orienter Athènes comme étant et pressenti pour devenir le principal port de réception de marchandises chinoises. Et comment Pékin a réussi à acheter les parts de ce port? Alors figure-toi que, je te l'ai déjà sûrement expliqué dans les précédentes émissions, mais en fait, suite au marasme financier, eh bien, de nombreuses infrastructures ont été vendues. Par exemple, on va parler d'autre chose, mais tu as un consortium allemand qui a réussi à acquérir 14 aéroports régionaux en Grèce. C'était l'une des conditions du plan de sauvegarde de la Grèce lorsqu'elle a fait faillite. En gros, je vais te le dire autrement, mais elle a reçu 86 milliards d'aides sur 3 ans, en échange de quoi le gouvernement a approuvé la concession de 14 aéroports régionaux du pays à ce fameux consortium allemand Framport-Slintl, si tu veux savoir ce que c'est, Framport-Slintl, pour un montant de 1,23 milliard d'euros. La question qui reste en suspens et qui manque à l'équation, c'est combien rapportent ces aéroports? Parce que peut-être que ces aéroports auraient largement rapporté plus que les fameux 86 milliards d'euros qui ont été prêtés sur 3 ans. Et tout ce que tu dois comprendre maintenant derrière le mécanisme vicieux que tu es en train d'observer et que j'ai moi-même observé sur place, c'est le suivant. La Grèce, en se séparant de la quasi-totalité des infrastructures qu'elle possédait et qui lui rapportaient de l'argent, elle s'est coupée les 2 jambes et c'est comme si après se les être coupées, elle s'inscrivait au 100 mètres haies ou au 100 mètres tout court d'ailleurs en espérant gagner. Alors, tu vas me répondre, tant qu'elle s'est inscrite aux 100 mètres des jeux tétraplégiques, c'est peut-être jouable, enfin paraplégique, je ne sais pas comment il faut dire, excuse-moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est pas la question de toute façon. Ce que moi j'essaye de dire avec une image, certes je te l'accorde un petit peu douteuse, c'est qu'à un moment donné, tu as un pays qui est endetté jusqu'au cou, mais qui se sépare de ce qui lui a gagné de l'argent et qui derrière doit payer ses dettes. Qu'est-ce que tu crois que j'ai observé là-bas? En fait, j'ai observé un pays qui était dans le chaos et dans l'anarchie et à l'image de ce que tu as entendu au début, un pays où ses habitants sont livrés à eux-mêmes et où finalement chacun fait ce qu'il peut pour essayer de finir ses fins de mois du mieux qu'il peut et où paradoxalement d'ailleurs, j'ai croisé des habitants qui étaient tous amoureux de leur région. Et ça fait plaisir parce qu'au final, malgré tout ça, malgré tous les aléas, la population sur place est amoureuse de sa région, amoureuse de ce qu'elle lui offre, de ce qu'elle observe, d'être là finalement. Et vraiment, j'ai vraiment vu des gens qui aimaient profondément leur région et ça m'a rendu heureux pour eux parce que c'est quand même le plus important. Mais au demeurant, ce sont des gens qui galèrent et qui ont énormément de mal à s'en sortir. Alors, et c'est le moment pour moi de te parler de cet élément-là, mais depuis l'année dernière, la Grèce, on va dire, depuis 2 ans d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec toi, tu vas le voir, on va en parler, la Grèce est plus ou moins tirée d'affaire et on m'a expliqué que depuis l'année dernière, les prix n'arrêtaient pas de monter. Donc pour te reparler de Spinalonga, l'île où j'ai visité la fameuse île des lépreux, l'île imprenable pendant le temps des guerres, eh bien, si je l'avais visité l'année dernière, j'aurais payé 8 € pour visiter l'île et là on a payé 20 € par personne. Pour te dire que voilà, les prix ont pris x3 sur les infrastructures où les Grecs peuvent encore gagner de l'argent puisque comme ils doivent moins d'argent, maintenant ils veulent faire du bénéfice. Donc c'est bien gentil tout ça, mais la réalité derrière tout ce que je suis en train de te dire, c'est que se séparer de ces infrastructures
pour payer une dette qui a été purement et simplement générée par des dirigeants qui, eux par contre, sont à l'abri et qui plantent la population avec la dette, eh bien c'est quand même la pire des décisions possibles. Alors malheureusement, et je tiens à le dire, je pense que dans le cadre d'un plan de sauvegarde, tu n'as pas le luxe d'avoir le choix de ce que tu vas faire de tes infrastructures. Je pense que c'est Bruxelles qui a dicté les règles à la Grèce et que la Grèce, elle a dû se plier ou sinon elle faisait faillite. Ce qui aurait été encore plus grave que de faire défaut sur une part de ses dettes et d'échanger finalement des parts de ports et d'aéroports contre du refinancement et la possibilité de suivre un budget pour s'en sortir puisqu'aujourd'hui ils sont tirés d'affaires. Et d'ailleurs, je vais finir là-dessus, aujourd'hui la Grèce elle emprunte à un meilleur taux que nous et aujourd'hui la Grèce elle est sur les rails de la rémission. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite parce qu'encore une fois j'ai vu une population qui était dans la difficulté, une population qui n'était pas dans l'aisance, même si aujourd'hui ils ont perdu beaucoup d'acquis sociaux, ils sont quand même dans une situation confortable. Autre élément important que je veux quand même te préciser, la plupart des Grecs m'ont quand même souligné que cette année par rapport à l'année dernière, il y avait un petit peu moins de tourisme. Or le tourisme, ça reste le cœur de leur activité. Les prix ont remonté, les touristes sont moins intéressés. Jusque-là, la Grèce, ça restait un pays extrêmement abordable qui attirait une clientèle qui voulait démultiplier son pouvoir d'achat à quelques heures de leur vie quotidienne. Je pense aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, aux Allemands. Il y a énormément d'Allemands. Il y avait énormément de Français. Il y a beaucoup moins de Français qui viennent. On a croisé pas mal d'Anglais. On a croisé énormément d'Européens qui viennent là parce que leur pouvoir d'achat a été démultiplié. Je pense que si maintenant ils se remettent et que le coût de la vie et le coût des services réatteint un niveau équivalent au nôtre dans nos régions, bien le tourisme va tendre un petit peu vers la baisse puisque le pouvoir d'achat ne sera plus une des raisons pour lesquelles il faudra aller en Grèce. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. En attendant, Pékin a une place prépondérante sur le port d'Athènes. Et aujourd'hui, Pékin, à l'échelle du monde, ça reste une puissance avec laquelle on est obligé de composer et qui, comme tu l'as entendu, inquiète pas mal de dirigeants, tant leur aura et d'ailleurs les biens qu'ils possèdent s'étendent sans limite. Mais ça, après, on le découvrira dans les prochaines années parce que la Chine, aujourd'hui, elle traverse quand même une crise équivalente à celle qu'elle a fait traverser à des pays comme le nôtre, puisqu'aujourd'hui, les Chinois voient leur économie déplacée vers des pays où la main-d'œuvre est moins chère que chez eux. Parce que la Chine, depuis toutes ces années qui fabrique pour le monde entier, a vu sa main-d'œuvre arriver à un niveau quasiment normal. Et maintenant, la main-d'œuvre se délocalise au Vietnam et dans des pays où la main-d'œuvre est encore moins chère qu'en Chine. Comme quoi, l'arroseur arrosé, c'est parfois drôle, parfois ça l'est pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la réaction de ce pays face à la situation qu'il est en train de traverser. Si la réaction, c'est de déclencher une guerre et de saisir Taïwan pour récupérer les usines du monde qui se délocalisent à Taïwan et au Vietnam, c'est peut-être pas la meilleure des réactions, mais si la réaction, c'est une réaction économique en prenant des positions dominantes sur des ports et des aéroports pour centraliser les livraisons de ses propres produits, pour faire comme moi finalement, quand tu jettes l'argent par les fenêtres, ça tombe dans ton jardin, là c'est pas pareil, c'est de l'intelligence financière, c'est quelque chose que j'aime mieux voir et analyser, parce que tout le monde peut le faire et tous ceux qui le font finissent par gagner du pognon. Enfin, la Grèce est évidemment au cœur des enjeux géopolitiques de la Méditerranée orientale, avec Chypre, bien sûr, historique pomme de discorde entre Grecs et Turcs, et avec la découverte récente de gigantesques réserves de gaz naturel dans cet espace maritime, du gaz qui démultiplie les tensions notamment pour délimiter les zones économiques exclusives et les sites de forage, avec un axe Turquie-Libye. Erdogan s'entend avec le gouvernement de Tripoli, tandis que les revendications de la Grèce autour de la Crète, notamment, sont soutenues par l'Union européenne. Alors la Crète, c'est comme chez nous la Corse, ils veulent devenir indépendants. Il faut savoir que beaucoup de Grecs vont en Crète parce que la Crète a conservé vraiment un style de vie très traditionnel qui s'est complètement perdu en Grèce et que donc pour les Grecs, la Crète c'est un petit peu le retour aux sources. La Crète, c'est 3 départements, si je ne te dis pas de bêtises, très différents en fonction de là où tu te situes. Des eaux qui sont incroyables avec des poissons. En fait, c'est assez drôle parce que je ne savais pas qu'en Méditerranée, il y avait cette diversité de poissons. En fait, bref, peu importe. Donc voilà, la Crète et la
Corse, même combat vis-à-vis de la Grèce. Il faut savoir que la Crète, historiquement, a toujours été extrêmement riche. Ça a toujours été un enjeu commercial. Donc bon, tu as bien compris que l'Europe soutenait les mouvements au niveau de la Crète, mais bon, ça ne nous concerne pas. Ce qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est surtout les gisements de gaz qui ont été découverts et qui sont aujourd'hui des enjeux et des sujets de discorde. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le genre de découverte qui peut faire complètement basculer un pays, notamment un pays qui a été surendetté. Ce qui serait extrêmement ironique et intéressant, ça serait que à la suite de tout ça, ils arrivent finalement à trouver des accords et que ce soit eux les bénéficiaires exclusifs de ces gisements, auquel cas ils en tireraient un grand bénéfice. Et après avoir surmonté la crise de la dette, s'ils se retrouvaient avec des bénéfices liés à l'exploitation de gaz au large de leurs côtes, eh bien, ça pourrait complètement redessiner finalement l'économie de ce pays qui, parmi l'ensemble des erreurs qu'ils ont pu faire, ont subi entre autres le contre-coup d'une monnaie bien largement trop supérieure au niveau qu'ils avaient avant de l'acquérir. C'est-à-dire que le passage à l'euro leur a été fatal. L'euro, je te le rappelle, est calibré par rapport au Deutsche Mark allemand qui n'a strictement aucune commune mesure avec la valeur que pouvait avoir la monnaie locale en Grèce. Et c'est d'ailleurs tout le problème. Ça a appauvri la population grecque un petit peu plus au bénéfice de l'Allemagne. De toute façon, ne nous mentons pas. L'Allemagne est la grande gagnante de l'Europe au détriment de la plupart des pays d'Europe, tout simplement parce qu'elle a réussi le tour de force qu'avaient réussi les Américains, à savoir de faire sa monnaie la référence de la région européenne, ce qui aura été fatal pour la plupart des pays. Là où moi je me suis trompé sur mon analyse à l'époque, j'étais convaincu que la France arriverait à suivre et à se hisser au niveau du Deutsche Mark allemand, mais on n'a jamais réussi à produire au même niveau que les Allemands, aussi parce qu'on a un niveau de fiscalité qui n'attire pas les entreprises et les usines, mais ça c'est un autre sujet. La réalité c'est que les Grecs n'ont pas toutes ces ressources, ils ont pourtant des ressources, mais ils n'ont pas les ressources suffisantes pour contrebalancer la valeur de la monnaie européenne, et qu'au final aujourd'hui l'exploitation des gaz dans les territoires, dans les zones maritimes, ça reste pour eux une solution de facilité et toute faite pour arriver à trouver une solution sur la suite de l'histoire grecque, parce que leur histoire n'est pas terminée et c'est un pays qui mérite déjà que tu le visites, et c'est un pays qui mérite que sa population s'en sorte mieux, parce que par contre ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui ont des idées originales, ils ont quand même le berceau d'une civilisation qui est fascinante. Nous, quand on est allé en Crète, j'ai appris qu'en fait Zeus était né en Crète et qu'il y avait une grotte dans laquelle on avait trouvé donc vraisemblablement les traces de l'origine des dieux grecs. Il y a vraiment énormément de choses à voir dans toutes les régions de Grèce. C'est pas si loin que ça, donc au final c'est assez simple de s'y rendre. Et comme si ça suffisait pas, c'est une population qui parle extrêmement bien anglais, qui est très gentille, très bien éduquée, qui a bien compris que les touristes avaient énormément d'argent à leur apporter et qui faisait tout pour que ça se passe bien avec les étrangers, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils soient bien accueillis et que finalement ils aient accès à tout le confort qu'ils peuvent retrouver chez eux en n'étant pas chez eux forcément. Et ça, franchement, c'est très appréciable et j'ai été agréablement surpris par ce pays malgré l'anarchie et le chaos que j'ai retrouvé dans les infrastructures, qui n'étaient pas sans me rappeler la situation actuelle de la France, puisqu'aujourd'hui la France, malheureusement, on n'a pas des infrastructures équivalentes à celles qu'on pouvait avoir dans les années 70-80. Parce que ça s'est dégradé et que malheureusement, voilà, c'est plus comme c'était. Mais la réalité, c'est que malgré tout, j'ai été agréablement surpris de l'accueil de manière générale, de la qualité de l'anglais qui est parlé là-bas et de tout ce qu'il y avait à offrir, même si, comme je te l'aurais répété dans l'émission, la partie infrastructure, qualité de construction, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Et c'est le type de pays où quand tu rentres en France, tu te dis, malgré tout, la France, à ce niveau-là, c'est mieux. Il faut le dire quand c'est le cas, et là c'est le cas. Je voudrais finir avec un dernier élément que j'ai plus ou moins abordé, mais que j'aimerais creuser. Parce que comme tu l'as compris, j'ai parlé avec beaucoup de personnes là-bas. Ça m'a interpellé. Il y a énormément de sociétés qui sont délocalisées par rapport à la Grèce. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui exploitent une activité en Grèce, dans le tourisme, dans tout un tas d'autres secteurs. D'ailleurs, peu importe, j'ai parlé avec pas mal de personnes. Ils ont donc une société
qui est domicilié dans un autre pays et ils exploitent en Grèce. Et je leur ai demandé pourquoi. J'étais surpris, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi vous faites ça? Et parce qu'en réalité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont plus du tout d'accord avec le système fiscal. Ils ont très mal vécu les différentes saisies, blocages de comptes qu'il y a pu avoir pendant la crise de la dette grecque. Et aujourd'hui, leur mentalité, c'est clairement de continuer à exploiter ce qu'il y a à exploiter dans le pays, mais tout en permettant aux capitaux de fuir le pays et en jouissant d'avantages fiscaux différents de ceux qui sont proposés en Grèce. Pourquoi je te parle de ça? Parce que je trouve qu'il y a une corrélation avec la France. Je trouve qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, que tu sois d'accord ou pas avec la politique qui est menée dans notre pays, il y a une fuite des capitaux. Et je pense que plutôt que de le nier, plutôt que de continuer à essayer de taxer et de punir ces personnes qui partent, je pense qu'il faudrait chercher à mettre en place une politique qui les incite à revenir. Parce que ce qui m'a vraiment interpellé, c'est l'amour qu'ils avaient pour leur pays et la non-volonté de participer à un système qu'ils considèrent les avoir volés. Et que cette dualité donnait une situation intéressante de mon point de vue, de personnes qui vivent à un endroit, qui exploitent, qui ont leur centre économique à un autre endroit et qui se retrouvent comme ça entre deux eaux, au clair dans leur esprit, mais avec finalement un quotidien et une, maintenance qui est quand même un petit peu lourde. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait des choses à faire, non seulement pour faciliter l'entrepreneuriat, mais aussi pour permettre, à la place d'avoir une fuite de capitaux, mais d'avoir des capitaux qui soient investis dans le pays. Peut-être que je me berce d'illusions, peut-être que c'est un leurre, mais en tout cas, moi je trouve dommage aujourd'hui que tu aies des personnes qui aiment leur pays, qui sont dans le pays et qui pourtant encaissent l'argent ailleurs. D'ailleurs, au passage, j'ai aussi parlé avec des saisonniers, des personnes qui venaient d'autres pays pour gagner de l'argent là. Ils m'ont beaucoup dit que dès qu'on était dans l'espace européen, en fait, le niveau de revenu était supérieur aux revenus du pays d'où eux, ils pouvaient venir. J'ai vu des Moldaves, j'ai vu des gens qui venaient de pays comme la Serbie, dont je suis originaire. Et donc, c'est assez amusant de voir qu'ils drainent une population de gens qui viennent de pays où parfois, pas à chaque fois, mais parfois, les revenus sont inférieurs à ceux de la Grèce, en sachant que, comme je te l'ai dit dans une précédente émission, le SMIC en Grèce, il est entre 700 et 900 euros, donc il est vraiment bas suite à la crise de la dette grecque. Mais pour autant, dans certains pays, c'est plutôt élevé. Et donc, tu as des gens qui viennent travailler là l'été, sur une période définie, et qui rentrent dans leur pays parce qu'ils ont gagné leur argent et qui ne veulent pas rester sur place pour le dépenser et qui veulent en faire profiter leur famille qui est éloignée de la Grèce. Comme quoi, quand on est en Europe, quand on est dans des pays développés, on a tous tendance à se plaindre de la fiscalité, de ce qu'on peut vivre au quotidien, mais il y a des personnes qui habitent dans des pays où c'est pire et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en Europe pour gagner de l'argent. J'en ai pris conscience en Grèce parce que le contexte, parce que la situation générale, parce que j'ai parlé avec des gens qui vivaient cette situation et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir sur peut-être l'avis que l'on pouvait porter sur l'État français et la situation générale que nous sommes en train de vivre. Mais ça sera sûrement, et je pense, le sujet d'une autre émission sur la chaîne ou d'un autre podcast, parce que je pense que ça n'est pas terminé et que même si peut-être que la France s'en sortira, si on continue dans la même direction, malheureusement, la Grèce restera le futur de la France en l'état. Je le pense profondément. Je suis convaincu que ce que les Grecs ont vécu, si rien n'est fait à l'échelle de notre gouvernement et face aux dépenses que nous subissons au niveau de l'État, on finira d'une manière ou d'une autre comme la Grèce avec des retraites qui seront sabrées, avec une sécurité sociale qui sera remise en question et peut-être même pire, un système qui sera complètement démantelé parce que finalement on ne pourra plus payer. On aura l'occasion encore une fois d'en reparler. Je ne souhaite qu'une chose, c'est me tromper. Je ne cherche pas à prédire l'avenir. Je cherche encore une fois à t'aider à réfléchir à des situations que nous vivons et que nous sommes en mesure de faire évoluer facilement. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu peux très facilement investir et générer de l'argent en parallèle de ton travail pour te protéger d'une éventuelle dévaluation, voire pire, faillite, qui t'amènerait dans des situations financières compliquées. Ça, c'est pas ce que je te souhaite. Ce que je souhaite, c'est d'investir pour éviter justement toute complication qui pourrait t'amener à subir des décisions qui ne seraient pas prises par toi. Parce que c'est ça le pire dans cette affaire. Et je crois que la seule chose que l'on doit tous se rappeler de la Grèce,
c'est que finalement, elle a arrêté de choisir son destin dès l'instant que la dette est devenue sa prison. Quand il y a eu la crise de la dette et que l'Europe a pris les décisions pour la Grèce n'a plus pris de décision sur son territoire. Et ça peut arriver à toi aussi et à moi aussi. Si on gère mal notre argent et qu'on se retrouve dans des contentieux et dans des impayés, ce seront de tierces personnes qui prendront des décisions à notre place et c'est dans ces cas-là qu'on perd le plus d'argent. Donc la réalité, elle est très simple, c'est que tu dois absolument d'abord de te retrouver dans ces situations-là, premièrement. Deuxièmement, pour ça, il faut gérer son argent et troisièmement, il faut l'investir et pas le dépenser. Investis ton argent et tu auras de l'argent. Dépense ton argent et malheureusement, ça finira mal pour toi. Ce n'est pas ce que je te souhaite, mais je te demande d'y penser. Et pour terminer en beauté cette émission, je vais te dire que j'ai beaucoup aimé ce pays. Malheureusement, je ne suis pas là à me dire que j'y retournerai demain matin. C'est plus un petit peu comme un pays que j'avais vraiment envie de visiter, qui mérite le détour, mais y aller une fois, de mon point de vue, ça peut suffire en fonction de ce que tu y fais. Maintenant, si demain je devais y retourner, j'y retournerai avec plaisir. J'ai quand même globalement aimé ce que j'ai vu, à part, on va dire, l'architecture anarchique et un peu chaotique, parce que ils n'ont pas les mêmes exigences que nous en matière d'urbanisme, mais tout le reste était exceptionnel. C'est une population, et j'ai rencontré des gens exceptionnels aussi, extrêmement gentils, serviables, polis, qui parlaient un anglais parfait. Ça m'a choqué. Et pour autant, malgré que leur vie ne soit pas facile, parce que suite à tout ça, on voit bien quand même qu'il y a des séquelles et qu'ils ne gagnent pas des sommes folles et qu'ils doivent se débrouiller sur les périodes de creux parce qu'il y a des périodes de creux. La réalité, c'est que moi, ce qui me restera et de l'émission et de mon voyage, c'est que la pire des configurations financières, c'est quand ce n'est plus toi qui prends tes décisions. Et donc, tu as tout intérêt à apprendre à gérer, à apprendre à investir, à apprendre à te développer financièrement pour éviter de te retrouver dans le mur. La plupart des gens nous répètent souvent avec les dettes d'État, « Oh, c'est pas grave, au pire, on fera défaut ». Mais en réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, c'était que le pire, c'était de faire défaut. C'est-à-dire que si on faisait défaut, je pense qu'on vivrait la pire des configurations possibles et inimaginables. Et je parle là de la France. Parce que franchement, quand j'ai vu ce pays, la Grèce, je me suis dit qu'ils ont fait face au pire et que malgré tout, quasiment, tu te rends compte, plus de 10 ans après, ils n'ont pas réellement mis la tête hors de l'eau. Est-ce que tu as envie de galérer pendant 10 ans ? Je ne crois pas. Donc le mieux, c'est en amont de se préparer et de gérer son argent pour espérer en avoir en travaillant correctement, en proposant des bons services, en faisant ce qu'il faut, mais en agissant de sorte que nos clients, nos propositions de valeur soient reconnues et satisfaisantes pour ceux qui les consomment. Au demeurant, encore une fois, je tiens à le dire, leurs hôtels, leurs services, tout est nickel. Mais après, étant donné que le pays a été dégradé, étant donné qu'ils ont tapé à moins 30% sur leur retraite, ils ont réduit le SMIC, ils ont supprimé les avantages sociaux, on se retrouve avec une population qui galère et franchement, je ne le souhaite à personne. Et donc, encore une fois, il ne faut pas faire défaut sur sa dette, il faut payer ses dettes parce que qui paye ses dettes s'enrichit. Mais ça, tu le savais déjà. D'ailleurs, j'aimerais rajouter un dernier élément qui ne t'a pas échappé. Au final, c'est qui trinque ? C'est une vraie question. Qui trinque dans cette affaire ? Quand tu as écouté l'histoire qui t'a été racontée dans ce reportage, moi j'y suis allé et j'ai pu observer la vie de la population. Et en réalité, les hommes politiques ont maquillé les comptes, endetté le pays, signé des accords douteux en les cachant à la population. C'est eux qui ont foutu tout le monde dans la merde, ils se sont barrés avec le fric et ils ont planté tout le monde et c'est la population qui trinque. Et la réalité, je te la dis telle que je la pense, ne sois pas de ceux-là. Ne te laisse pas faire. Les gouvernements, malheureusement, j'aimerais parler autrement, mais jusqu'à preuve du contraire, aucun gouvernement ne veut ton bien. Les gouvernements ont besoin de ton argent parce qu'ils savent mieux le gérer que toi. C'est ça le discours. Après, libre à toi d'y croire ou pas. Moi, je n'y crois pas. Je ne pense pas que les gouvernements savent gérer l'argent. Je pense que tous les gouvernements font comme ce gouvernement. Et moi, ce que j'observe, c'est que c'est la population qui trinque. Sois intelligent avec ton argent. Éduque-toi. Viens à mon séminaire. Fais ce qu'il faut. Mais ne fais pas rien. N'aie pas d'épargne. Les grands perdants de l'affaire, c'est les épargnants. Et ce que tu dois te rappeler de cette émission, c'est que chaque fois qu'on rentrait dans un magasin, il y a très peu de commerçants qui ne nous parlaient pas de la TVA et qui ne nous demandaient pas si on ne pouvait pas les payer en liquide parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de partager avec l'État. Donc,
tu feras comme tu as envie, je ne cherche pas à t'influencer, je cherche juste à te montrer qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester aveugle à ce genre de situation. Je ne suis pas là pour dire si l'État est ton ennemi ou ton ami, je suis juste là pour constater qu'à un moment donné, malheureusement, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est toi et c'est moi. Est-ce que tu as envie de payer l'addition à la place de quelqu'un d'autre ? Je ne crois pas. Surtout quand ce que tu payes, tu n'en as pas joui. Eh oui, parce que c'est ça le pire dans cette affaire. C'est qu'aujourd'hui, les Grecs, ils galèrent et ils ne voient plus la couleur de leur argent. Donc, la finalité, c'est que, et il faut le savoir, il y a ceux qui s'étaient préparés et qui ont pu se barrer au bon moment et il y a ceux qui sont restés sur le bateau qui a coulé. Alors tu vas me dire, oui, mais si tout le monde s'était barré, qu'est-ce qui serait arrivé au pays ? Mais en même temps, en quoi c'est ton problème ? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu t'en sortes financièrement. Donc réfléchis un peu et ne sois pas de ceux qui vont se faire spoiler. En tout cas, tout ce que je produis va dans ce sens. Bon voilà, c'était une petite émission de témoignage imprévue que je rajoute un petit peu au dernier moment dans les podcasts parce que je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir fait, et c'est la première fois que je le fais, c'est la première fois que je fais une émission sur un sujet et où je vais sur place. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je trouvais que ça a amené de l'eau au moulin et finalement mes analyses, sans me jeter de fleurs, ne sont pas très éloignées de la réalité. Il y a des subtilités après que tu constates quand tu es sur place. Mais la réalité, c'est que globalement, tout ce que j'ai pu t'apprendre, eh bien, ça s'est avéré exact, en tout cas, de ce que j'ai pu observer une fois là-bas. Avant de terminer, j'aimerais te rappeler une dernière fois qu'il y a le séminaire de immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire. Enfin bref, sur le site, dans l'onglet séminaire, tu vas trouver, je ne suis pas inquiet, il y a toujours des places. Rejoins-moi le 11 octobre à Montpellier, ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi sur les sujets que sont l'investissement, mais je ne serai pas le seul. Il y a François Denis, Olivier Seban, enfin bref, il y a plein de monde qui va venir. Anthony Poncé, bon, tu vas sur la page, tu vas trouver, tu verras tous les renseignements. Et moi, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu écoutes ce podcast. Like, partage et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!